Chers amis, bienvenue dans le Grand Regain Blanc. Ce soir, nous allons recevoir alors tout d'abord Chloé qui paye. Bienvenue Chloé, bonsoir à toi. Bonsoir Tim, bonsoir Arnaud et bonsoir à tous. Et nous recevons également Arnaud Naudin. Bonsoir Arnaud, comment vas-tu? Nous n'avons plus d'Arnaud. Eh bien tant pis, nous allons faire une émission sans Arnaud Naudin qui est en train de régler son micro. J'attends juste que le son revienne du côté de El Maestro Arnaud Nodino et il fera la présentation dans un instant. Moi, je vais vous présenter le sujet. Ce soir, nous allons parler de Nicolas qui paye. Alors, on a déjà Chloé, qui paye. Mais là, ce soir, on va parler de Nicolas qui paye. Vous connaissez Nicolas. Nicolas qui paye, c'est le Français blanc qui porte le pays à bout de bras et qui se fait extorquer son pognon pour pour financer tous les tonneaux des Danaïdes dont la France a le secret. Et Nicolas qui paye, il est content de savoir où va son pognon. Et donc, ce soir, on reçoit deux experts, l'un pour le privé, l'autre pour le public, et qui vont nous parler en connaissance de cause du wokisme dépensier, du wokisme fou, enfin du prétendu wokisme qui se présente comme wokisme, et qui dilapide notre argent pour prendre ses aises idéologiquement. Donc le wokisme, nos invités vont nous en parler, mais je résume en gros l'idée. Ce sont des gens qui se prétendent éveillés, donc c'est leur façon dont ils se mettent en vitrine idéologiquement, et qui, au nom de cet avantage, cette supériorité intellectuelle dont ils se croient pourvus, eh bien, qui nous assènent leur contenu idéologique. Voilà, donc on est, nous, les Nicolas qui payons, censés financer tout ça. Et donc, pour pouvoir en rire ensemble, puisqu'il y a des gens qui rient contre le racisme, nous, on va rire contre le wokisme et évoquer un petit peu tout ce que ces gens, sur le terrain, se permettent de faire, ce qu'ils racontent, ce qu'ils disent, parce que c'est très drôle, parfois, pas toujours, mais souvent quand même. Et ce soir, on va rentrer dans le détail en vous livrant quelques petits secrets avec des gens comme Audrey qui savent très bien de quoi ils parlent, puisqu'ils le voient à l'œuvre régulièrement, le wokisme. Et puis, des gens comme Arnaud, dès qu'il aura retrouvé son micro. Écoute, Chloé, je vais commencer directement avec toi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition du wokisme d'après ce que toi, tu en vois sur le terrain? Ah, question compliquée. Alors, wokisme, c'est quand même un certain degré, parce qu'avant le wokisme, on peut parler d'idées progressistes, d'idées de gauche, ou on peut définir ça avec tout un tas de mots. Pour moi, la bascule avec le wokisme se fait au moment de la négation de la réalité ou de l'inversion des valeurs. On peut dire un petit peu les deux. Pour moi, on bascule du côté woke de la force dès lors que l'on contredit la réalité objective, vérifiable et généralement biologique. Typiquement, quand on commence, c'est le sujet bateau du wokisme, mais quand on commence à remettre en cause la définition biologique des femmes et des hommes, pour moi, on bascule du côté woke parce que on nie ou on essaye de réécrire et de réarranger des faits objectifs, scientifiques et tout simplement vrais, au prétexte qu'ils ne seraient pas gentils. Et donc pour moi, la barrière se trouve là au moment où on bascule du côté sectaire. Je ne sais pas si c'est une définition parfaitement académique, mais c'est la mienne. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord, donc le critère pour toi, le wokisme, c'est quand on affronte la réalité biologique ou qu'on a des rapports conflictuels avec la réalité, notamment biologique, c'est bien ça? C'est ça, pas nécessairement biologique, mais entre autres. D'accord, d'accord. Ouais, non, c'est vrai que le wokisme s'attaque au corps systématiquement. Du moins, de ce que j'en ai vu, les woke ou wokistes. Wokiste, c'est plus, je trouve que c'est un petit peu plus rigolo parce que il y a le ist qui apporte un petit côté péjoratif. Mais les wokistes, oui, sont quand même obsédés par le corps, le rapport au corps et la redéfinition du corps. Donc oui, je valide cette définition. Arnaud, est-ce que tu es parmi nous, à nouveau? Oui, je suis parmi vous. Il y avait en fait un sabotage, mais voilà. Mais bon, ça arrive toujours. C'est la C'est les technique et Russes. moi, c'est les Probablement Russes, russe. voilà, c'est les drones russes. Ce sont les drones Probablement russe. russes. Méfie-toi, Arnaud. Regarde par la fenêtre. Si tu vois un drone, je te propose de Ouais. faire l'émission à plat ventre.
Voilà, c'est ça. mais- Non, plus sérieusement, oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette définition de ce qu'on appelle le wokisme et des wokistes, puisque c'est tout ça et l'héritage de ce que Foucault, notamment, et les adeptes de la déconstruction, des gens comme Derrida ou d'autres, ont appelé la biopolitique. C'est-à-dire que la politique devait quitter le domaine des idées ou parfois de l'application des rapports de classe ou des rapports économiques ou des rapports institutionnels pour tout de suite aller dans la conception du corps et de l'intime. C'est-à-dire qu'ils sont tellement allés dans la logique de, du tout individu, de réduire qu'un individu, et donc de facto, ça ne peut être que la question du corps, de l'intime, et donc de la perception que l'on a de son propre corps. D'accord. Donc, en allant chercher, en convoquant Foucault, effectivement, on va aux racines du mouvement, même aux racines. Alors, c'est bizarre parce que ça a fait un détour par les États-Unis, qui ont, on pourrait ainsi dire, validé intellectuellement Foucault. Ils l'ont transformé en star. C'est ce qui lui a permis, en fait, d'acquérir cette puissance intellectuelle. Je me rappelle qu'un de ses livres, je ne sais pas si c'était Surveiller et punir, ou bien, je ne me souviens plus Et exactement, mais c'était, un de ses livres c'est ce était... qui, Ouais. c'est un de ses maîtres livres, il s'appelle Surveiller et punir. Oui, oui, Ça fait partie de sa thèse essentielle mais sur la conception du rapport du corps et de la prison et donc des oui, dominants, des dominés. mais Surveiller et punir, c'est le livre de chevet des magistrats, mais il y a un livre particulier qui était devenu un peu un must-have, mais que personne ne lisait. En fait, on l'avait acheté pour le montrer à la plage et pour dire, voilà, je lis ça, quoi. Mais en fait, je suis pas certain que ce soit celui-là. Mais en tout cas, il s'était vendu un... Ouais, sinon, tu as celui-là qui est devenu effectivement le maître mot des magistrats, d'autant que Foucault a fait partie de ce qu'on a appelé, qui est une structure qui a été lancée par les maoïstes de la gauche prolétarienne et d'autres, on va dire, compagnons de route progressistes au début des années 70, qui s'appelle l'Observatoire international des prisons, qui existe toujours, Oui, bien sûr. et effectivement, qui est le livre de chevet du syndicat de la magistrature, et je pense de la plupart des magistrats, donc des magistrates, parce que c'est une profession qui s'est beaucoup féminisée et donc qui explique beaucoup aussi les rapports très particuliers qu'ils ont avec les gens qu'elles sont censées punir. Parce qu'on est passé, en passant, peut-être que ça sera l'objet de nos échanges, mais je me permets juste, c'est ainsi général pour bien comprendre le contexte des faits dont nous allons parler. C'est l'idée qu'on passe du père, qui est par principe la figure tutélaire qui rappelle à l'ordre et qui punit, à la figure de la mère qui est là pour materner et qui donc donne de ce fait est dans la logique de toujours excuser celui qui a commis le pire des faits, y compris celui d'être par exemple le violeur sous OQTF de Claire Géronimi. Oui, 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 ouais, en fait, c'est la destitution des pères qui donne cette puissance à la folie woke. Je vois bien l'idée que tu es en train de soulever. Et Alors, sinon, moi l'autre qui j'aimerais. Alors, était... attends, avant que je te redonne la parole, parce que Oh, je vais aussi faire oui, parler. pardon. Je vais aussi faire parler Chloé. Moi, j'avais une question à vous poser à tous les deux, mais je vais la poser en premier à Chloé. Est-ce que les woke sont woke? D'ailleurs, est-ce que les woke sont vraiment éveillés, ou est-ce que c'est de l'usurpation? Ou est-ce que c'est de la stratégie? C'est-à-dire, moi, pour ma part, hein, rapidement, je vais dire quelque chose de positif sur les woke. Euh, Ils ont gagné un pouvoir. Ils ont acquis une efficacité. Donc, avec toutes les critiques qu'on va pouvoir porter sur eux, je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même se dire d'où vient leur efficacité. Poser la question du petit secret de leur efficacité. Mais avant toute chose, est-ce que les woke sont woke? Est-ce qu'ils sont vraiment éveillés, Chloé? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors ça, c'est une interrogation éternelle. Bon, je ne suis pas Foucault, mais si je reviens sur ma définition personnelle qui consiste à dire que le côté woke, c'est lorsqu'on perd pied avec la réalité, eh bien, contrairement à leur prétention d'être éveillés, moi, j'aurais envie de dire que non et que précisément, ce sont des gens qui vivent dans un monde imaginaire. Après, peut-être par stratégie, je ne suis vraiment pas persuadée qu'ils croient tous à ce qu'ils prêchent. Et quand on en parlera tout à l'heure, notamment par rapport à ce qu'on peut voir en entreprise lorsqu'ils se mettent à intervenir, je suis persuadée qu'une bonne partie d'entre eux soit emploient ces convictions de manière consciente par stratégie, soit
répète ses convictions, je ne sais pas par conformité sociale ou par tout un tas de biais, mais en tout cas n'y a jamais réfléchi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de discuter avec quelqu'un qui vous paraissait woke, si vous avez essayé de débattre avec quelqu'un que vous identifiez comme ça, en 3 questions, en leur demandant de définir leur propre concept. Généralement, vous les pliez en 2 parce que ce sont des gens, en tout cas moi de ce que j'en ai vu, qui répètent, restituent des opinions qu'ils ont ingérées sans digérer. Et donc, on se retrouve, on peut les mettre assez facilement au défaut. Donc non, pour moi, les woke ne sont pas des gens éveillés. Au contraire, ce sont des gens endormis qui suivent l'air du temps, qui répètent des phrases toutes faites parce que c'est bien. L'équité, c'est le progrès. La diversité est une richesse, etc., etc. Mais qui, dès lors qu'on leur demande de réfléchir à ces opinions sous un prisme factuel, concret, chiffré, sont tout d'un coup beaucoup moins convaincus. Oui, J'espère que ça répond à ta question. oui, oui, tout à fait. Non, mais en gros, si on résume, les woke sont avant tout des adolescents ou des adolescents qui ne sortent pas de cet âge, cette période d'enfult, mi-enfant, mi-adulte, et qui sont un petit peu drivés par on pourrait dire des animateurs, en fait, et qui n'ont pas, qui n'ont pas questionné un petit peu les fondements de leurs croyances. Donc, en gros, ils ont des attitudes d'adolescents, ils ont la naïveté d'un adolescent et les certitudes et l'arrogance et aussi l'intolérance des adolescents. Parce que il me semble qu'une partie de leur secret vient de leur intolérance, une partie de leur pouvoir, pardon, vient de leur intolérance. Mais j'aimerais, en fait, si vous voulez, bien sûr, Arnaud, tu peux aussi donner ton point de vue Moi, sur est-ce que les woke sont woke. Mais après, je vais aller rapidement sur le terrain des anecdotes, puisque c'est ce qu'on attend, c'est des anecdotes croustillantes que vous avez tous les deux à nous raconter. Donc, Arnaud, en un mot, est-ce que les woke sont woke? ils le sont pour le grand public et pour la façade, mais en eux-mêmes, ils le sont pas tellement, ou alors ils sont à des degrés. Je pense qu'une partie adhère à ces idées, mais que inconsciemment, ils le font par atavisme social et en fait par crainte de ne plus être dans la bande. C'est pour ça qu'effectivement, ce que tu viens d'expliquer sur le côté adolescent, et on sait que l'adolescence, le phénomène grégaire est essentiel. Le fait d'appartenir à un groupe, et surtout le groupe qui est à la mode, est essentiel dans les adolescents. Et je pense que c'est ça. Et on va le voir, effectivement, moi, en tout cas, c'est par rapport aux anecdotes que je vais indiquer concernant l'administration, on voit bien qu'il y a une bonne partie qui le sont parce qu'il y a à la fois effectivement de la crédibilité sociale, mais c'est surtout, il y a une énorme niche économique. Après, je pense que c'est souvent, y compris dans ce que j'ai vu et ce que j'ai même connu en tant que militant, il y a à la fois une bonne partie de gens naïfs au départ, et puis il y a une partie de gens qui se disent bah, c'est très bien parce que ça me permet d'avoir une cour. On va dire c'est des phénomènes humains classiques, c'est la même chose que pour les sectes ou les groupes religieux. Hein. Ah oui, De toute alors façon, avec pour moi, une petite les composante quand woke même, sont c'est que vraiment. comme pour les sectes, il y a une composante sexuelle apparemment chez les woke. Moi, Ouais. Ah bah j'arrête oui, pas, oui, bah, totalement, mais j'arrête on en j'arrête pas parlera de plus tard. voir, j'arrête pas de voir un truc qui, alors, me semble être affilié au woke. Je sais pas si vous les voyez aussi, mais il y a de plus en plus de mecs dans les défilés LGBTQ plus, moins, je sais pas trop, qui sont habillés avec des masques de chiens. Vous savez, qui portent un collier Ouais. et qui marchent à 4 pattes. Et ça s'est vraiment répandu comme enfin, une traînée Ouais, de bon. poudre. Et alors, ça a l'air d'être un délire sexuel, j'imagine, un dérivé de BDSM ou je sais pas quoi. Mais alors, putain, qu'est-ce que ça s'est répandu, quoi. J'imagine que ça a à voir avec le phénomène woke, mais on en voit un peu partout. Ou alors, c'est les médias qui font un focus dessus parce que ça leur paraît fou, ou je sais pas. Mais putain, dans tous les pays, on voit se balader Bah, je pense qu'il y a, pour ma part, effectivement, il y a un côté fétichiste typique du BDSM, mais il y a aussi effectivement le côté, je dirais totalement absurde de dire que, voilà, que les hommes sont des chiens, et donc avec le côté, tu sais, péjoratif quand on dit que quelqu'un est un chien. Ouais, ouais. Je sais pas, c'est Il y a ce étrange. côté-là. On a l'impression qu'en fait, il y a dans ce milieu une part de prédateurs et une part de Mm. proies. C'est-à-dire les proies, Ah, j'imagine, les plus jeunes, les plus naïfs, qui sont censés explorer leur sexualité par le biais de l'imagination la plus ouverte possible. Et les autres qui, à mon avis, font leur course dans ce marché sexuel nouveau qui s'ouvre à eux et qui permet sans doute d'assouvir des trucs un peu crado, voire un peu inavouables,
en présentant ça à la société comme quelque chose d'acceptable, quoi. Enfin, je sais pas si je me fais une Oui, idée ou pas, mais ça sent un petit peu le milieu comme ça où des prédateurs doivent faire leurs courses, quoi. je sais pas ce qu'en pense Chloé. Moi, je suis assez d'accord avec ça, mais après, On déborde un peu, mais Oui, on on se peut aborder demande le sujet. parfois si on se demande parfois s'il n'y a pas un peu une prime à la névrose. Mais après, là, le cas que tu cites, on a tous vu sans doute ces vidéos de gens tenus en laisse. Ce sont les cas les plus spectaculaires et donc les plus viraux. Mais il y a aussi des cas plus insidieux de cette mentalité qui se répand, y compris dans des cercles qui ne devraient jamais y être soumis. Mais Ah on bah, va y venir. oui, oui, je vois de quoi tu veux parler. Écoutez, je vous propose, avant d'aborder cet aspect-là qui est un peu plus sombre, de rentrer dans le vif du sujet. Quelle est l'anecdote la plus... est-ce qu'on commence par la plus croustillante, la plus drôle, la plus malaisante? Je vous laisse choisir. Dites-moi quelle est l'anecdote que vous avez envie de présenter. Allez, la plus croustillante, j'ai envie de dire dans votre milieu respectif. Donc, Chloé, pour ce qui est du privé, puisque toi, tu travailles dans le privé, et Arnaud, tout à l'heure, enfin, juste après, pour ce qui est du public. Alors, ce qui est la plus croustillante, c'est difficile de choisir parce que j'en ai vraiment sur tous les thèmes, hein. Est-ce que vous préférez le féminisme, l'attaque raciale envers les blancs, le privilège de genre, les LGBTQIA+? Est-ce que vous préférez... Enfin, j'en ai pour Bon, tous les thèmes. on fait les amuse-bouches en premier. Moi, je dirais LGBTQIA+, PMU, moins, plus ou moins, quoi. Oui, remarque, ça va avec le fait que nous disions plutôt que ces gens-là avaient une obsession pour le corps. Alors, pour situer, je travaille dans un secteur, on va dire, en lien avec les technologies et l'innovation. Donc, en théorie, je suis dans un secteur bourré d'ingénieurs, c'est-à-dire de gens rationnels, factuels, qui bossent avec des algorithmes toute la journée. Mais nos entreprises ont des engagements sociétaux, le fameux RSE que je pourrais peut-être détailler un petit peu plus tard, la responsabilité sociale des entreprises. Et donc, nous avons régulièrement des webinaires, des séminaires, des sessions de sensibilisation sur des problèmes de société. Et je me souviens c'était magnifique, dans une boîte où j'étais, nous avons eu une semaine de la diversité avec des workshops quotidiens et notamment un sur les différentes sexualités. Alors déjà là, on devrait concevoir le problème parce qu'en fait, quand je suis en entreprise, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je viens pas travailler le matin pour qu'on me parle de sexualité, c'est pas le sujet. Et donc je me suis retrouvée dans un atelier avec une magnifique slide qui nous expliquait le L, le G, le B, le T, le Q, le I, le A, le plus, et qui débattait de la merveilleuse diversité des sexualités humaines. Sauf que là-dedans, il y a une lettre qui pose problème, c'est le T. Parce que le T, ce n'est pas une sexualité, c'est autre chose. Et donc, on a commencé à m'expliquer que toute personne qui se sentait femme était une femme. Sauf que moi-même, étant une femme biologique, je l'ai un petit peu mal pris. Et j'ai dit, bah non, la définition d'une femme, c'est biologique, en fait. Et d'un homme, d'ailleurs, ça va avec. Donc, j'ai protesté un petit peu bruyamment. Et la conclusion, la chute, c'est que je me suis pris un blâme écrit dans mon entretien suivant, où on m'a reproché, je cite, de trop exposer mes convictions personnelles en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'un homme et une femme, c'est biologique, c'est une conviction personnelle. Ça, faut le savoir, hein, voilà. Ça me rend dingue. Non, mais il y a de quoi. Non, il y a de quoi. Effectivement, il y a de quoi être fou. Et je pense que c'est conçu pour rendre les gens fous, ou bien est-ce que la dimension religieuse des woke est définitivement acquise et qu'ils ne se rendent plus compte eux-mêmes qu'ils ont basculé dans un culte? Est-ce qu'ils sont encore conscients qu'ils créent du clivage? Plus que ça, ils rendent les gens fous avec des affirmations pareilles. En fait, si on ne prend aucun recul et qu'on le prend au premier degré, c'est pratiquement une torture en fait d'avoir à entendre des gens qui sont des tarés, eh bien dessiner la norme désormais. Est-ce qu'ils sont Bah, la torture dépend beaucoup du contexte, à mon avis. Ça me dérangerait beaucoup moins d'entendre ça à une terrasse de café avec des amis. Mais dans un grand groupe français, leader de l'innovation bourré d'ingénieurs, entendre des contre-vérités sectaires de ce genre-là, là, ça me débecte. Je ne sais pas si toi, Arnaud, tu as un équivalent côté public de ça. ben si, puisque là, en fait, l'administration pour laquelle je travaille, et c'est le cas pour toutes les administrations, moi je précise bien, je travaille pour la fonction publique d'État. Je pense que dans la fonction publique territoriale, en fonction
on va dire, des collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements ou les municipalités, ça peut être encore plus dingue ou ça peut être un peu plus restreint. Mais je suis dubitatif, y compris des institutions qui seraient dirigées par, on va dire, la droite d'affaires. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, sur ce programme de formation, donc là, cette année, mon administration a décidé de mettre en place 5 formations obligatoires. Au départ, un peu naïf, je me disais, bon, ces 5 formations obligatoires seraient parce que ces formations existent, sur la déontologie des fonctionnaires, sur les droits obligations, sur le code de la fonction publique, sur l'organisation de mon ministère. Non, ça, c'est optionnel, ce qui est assez paradoxal. Par contre, c'est obligatoire, et moi-même, j'ai dû en choisir une parmi 5. Vous avez toutes les formations qui concernent l'égalité professionnelle, et dans cette égalité professionnelle, vous avez bien entendu l'égalité homme-femme, mais sauf qu'à un moment, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Bonne question. Vous avez bien entendu la lutte contre toutes les discriminations raciales, et vous avez surtout tout ce qui est LGBTQI+, B-, A3, XY. Et là, effectivement, vous avez même, il y a une semaine, je crois qu'il y a oui, c'est ça, il y a une semaine contre l'homophobie qui a été et la transphobie, c'est-à-dire que même mon ministère de tutelle reprend, je dirais, le champ sémantique militant de ces gens, parce que c'est un champ sémantique militant. Et ce qui est assez amusant, c'est que le ministère pour lequel je travaille, sans dire plus, ou là où je travaille exactement, c'est le ministère qui est chargé de l'instruction. Donc, de s'occuper des cerveaux et des pensées des jeunes enfants de 3 à 18 ans, voire plus. Ouais, c'est. Donc, Vas-y, je te laisse et donc là, continuer. je ne parle pas des formations à destination des enfants, parce que là, ça sera 2 anecdotes que j'aurais à raconter qui sont encore plus sidérantes. Mais là, je parle juste des agences, c'est-à-dire que même nous sommes censés, nous sommes même pas censés, nous sommes sommés de participer à ce délire-là. Et donc, quand j'entends certains à droite qui disent oui, l'école serait... Non, 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 l'école est toujours dirigée par les pédagogistes, que la fausse droite n'a jamais mis fin au délire pédagogiste. Preuve, là, en ce moment, on parle de Sarkozy. Juste une anecdote sur Sarkozy, et ça sera la plus simple. Quand Luc Châtel a été ministre de l'Éducation nationale de Sarkozy, donc je crois de 2009 à 2012, me semble-t-il, eh bien, Luc Châtel est le ministre de l'Éducation nationale qui a décidé d'inclure la théorie du genre dans les programmes scolaires. Ce n'est pas Najat Vallaud-Belkacem, ce n'est pas Vincent Payon, ce n'est pas très rapidement Benoît Hamon ou Blanquer, ou Jean-Michel Blanquer. Non, 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 c'est Luc Châtel, un bon libéral de la droite d'affaires. Oui, Ah, c'est peu connu ça. bon, c'est toujours le même schéma en général. Hein. C'est dès que Sarkozy est Non, non, mais élu, c'est il pour nomme rappeler que tous sur les les- gens qui s'emballent vous- sur Fillon, la manif pour tous et compagnie, il faut quand même rappeler que là aussi, sur ce plan-là, le bilan de Sarkozy est tout aussi catastrophique que la gauche. Il est même, selon moi, plus catastrophique, puisque la gauche, au moins, elle ne masque pas ses délires. Ok, là, j'allais dire, c'est assez classique de la droite tout court. La droite française habituelle et nous a habitués à faire le mouvement suivant. Ils font, comment dire, ils se poussent du col, font voilà, des parades en quelque sorte, la parade nuptiale pour impressionner l'électorat. Puis après, une fois qu'ils sont aux affaires, leur premier empressement, c'est toujours de faire des concessions à la gauche pour, j'imagine, pas trop se faire taper dessus. En fait, tout simplement, c'est des gens qui semblent vivre dans la peur, faire descendre les Français dans la rue, enfin les Français de gauche a l'air de les effrayer. Bref, vous nous avez donné 2 anecdotes croustillantes. Si on poursuit sur les anecdotes, qu'est-ce que vous avez sur le thème du mâle blanc oppresseur? Si on va sur le thème du racial, est-ce que Audrey, tu as des choses croustillantes là-dessus? Chloé, ne t'inquiète pas. Alors j'ai des responsabilités managériales et là je pense au cas d'un jeune homme. Pour vous situer, c'était un jeune homme très doué, très talentueux et qui donc a progressé vite dans sa carrière. Et quand il est arrivé dans mon équipe et que je me suis occupée de lui, j'ai découvert avec stupéfaction qu'il se faisait attaquer parce qu'il était blanc. Parce que
comme il était jeune et qu'il réussissait et qu'il progressait plus vite que les autres, visiblement, nos collègues éclairés, j'insiste, hein, ingénieurs, bac+5, formés aux meilleures écoles, tout ce que vous voulez, nos collègues éclairés en ont déduit que s'il progressait vite, c'était naturellement parce qu'il était blanc. Là, au titre des entreprises elles-mêmes, au titre de ce qu'on pourrait dire en termes de politique, les entreprises ne s'aventurent jamais sur le terrain racial parce que évidemment c'est quelque chose qui est extrêmement légalisé, qui est extrêmement normé et elles auraient absolument tout à y perdre. Donc niveau racial pour les entreprises, tout ce que vous trouverez éventuellement ce sont des prêches sur la diversité. Oui, on est engagé pour la diversité, mais dès que vous leur demanderez de définir la diversité, ils commenceront à vous parler chinois. Mais quand j'ai eu la chance de m'occuper de la carrière de ce jeune homme, j'ai découvert que des collègues venaient me voir et me disaient oui, pourquoi c'est lui qui a des promotions? C'est parce qu'il est blanc et que quand vous pensez chef, vous pensez blanc, donc c'est lui que vous avez choisi. Et je suis tombée de ma chaise parce que j'avais déjà vu un certain nombre d'absurdités sur le féminisme, sur je sais pas quoi. Mais c'était ma première confrontation avec le sujet racial en entreprise et j'ai été extrêmement surprise de constater que ses propres collègues venaient dans son dos, par mon biais, vu que j'étais son manager, l'attaquer lui en disant oui, mais s'il progresse, c'est parce qu'il est blanc. Et donc là, ça pose plusieurs problèmes en tant que manager. Déjà, vous vous dites comment je vais désamorcer ça, parce que visiblement, il y a du boulot. Ça pose problème parce que on vous accuse d'être raciste quelque part. Quand on vous dit si vous avez promu quelqu'un parce qu'il est blanc, bah, ça veut dire que vous êtes raciste. Donc déjà, c'est un peu embarrassant. Et puis, je sais même pas. En fait, j'en suis encore sidérée des années plus tard. C'était en 2021-2022 pour vous situer l'affaire. Et pour finir là-dessus, c'est arrivé que des collègues aillent dire à ce jeune homme ces propos-là en face. Je n'oublierai jamais un after-work où il avait visiblement un petit coup dans le nez et il est venu me voir à la fin de l'after-work et il m'a dit Chloé, je ne sais pas quoi faire, on m'a dit quelque chose et je ne sais pas quoi en faire, mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Et il m'a dit bah en fait, je discutais tout à l'heure avec nos collègues et ils m'ont Alors, petit problème. Chloé, on ne t'entend plus. Je ne sais pas s'il y a eu un. Ah, pardon, j'ai Non. coupé le micro par accident, visiblement j'étais emportée dans mon propos. Alors, ouais, en fait, tu as coupé au moment où donc, tu as raconté que ton collègue était venu te trouver, je ne sais pas si tu sais à quel moment ça a coupé, mais ça fait à peu près Non. 20 secondes, même pas, 15 Ah secondes mince. qu'on t'entend plus, 15 secondes à peu près. Donc, Bon bah donc je la refais très rapidement. Il est venu me trouver pour me dire que ses collègues lui avaient dit plus tôt dans la soirée qu'il réussissait parce que c'était un homme blanc hétéro privilégié et qu'il savait pas quoi faire avec ça. Parce qu'en plus il était de bonne volonté, c'est-à-dire qu'on lui a dit ça et au lieu de répondre tais-toi Gertrude, il s'est remis en question. Et il s'est dit ah mince peut-être qu'ils ont raison, etc. Et là vous vous retrouvez face à un gamin dont l'estime de soi s'effondre. En tant que manager, comment vous gérez ça, surtout pour des accusations aussi stupides? Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à gérer des questions raciales au travail. Et c'est pas le meilleur moment d'une vie de manager. ouais, d'autant qu'on n'est jamais préparé à répondre, à rétorquer quelque chose face à ça, parce que les Blancs sont encouragés à considérer que le oui, enfin, j'allais dire le statu quo, à considérer que l'égalité de traitement va de soi. Donc, ils sont pas armés du tout lorsque va venir le moment où ils vont découvrir qu'évidemment c'est une façade et que derrière cette égalité de traitement, il y a évidemment une stratégie, il y a un agenda qui avance, qui avance, qui avance. Et quand on réalise que les gens qui nous ont vendu il y a 50 ans l'égalité, en fait, mettent en place lentement, étape par étape, et pas si lentement que ça d'ailleurs, étape par étape, une stratégie en fait de submersion et de domination, d'infériorisation des blancs. Bah là, effectivement, la plupart des gens ne sont pas prêts pour ça. En fait, il faut quasiment cultiver une rage par rapport à ça pour être prêt à rétorquer à la hauteur de la violence que ça implique. Alors moi, pour faire une anecdote très rapide, je me suis retrouvé avec une collègue lorsque j'étais en lycée, qui me dit à propos d'un élève noir à quel point cet élève est stupide. Et elle me dit, bon, il arrive en direct du Ghana, je sais pas ce qu'il fout là,
Et moi, je commence à faire une réflexion sur le nombre de mots de vocabulaire que comprend un berger allemand. Je dis, c'est incroyable, un berger allemand, il paraît qu'il a à peu près 200 mots de vocabulaire. Et là, elle me dit, mais lui, il est en dessous. Hein. Elle me rétorque ça, alors que, bon, normalement, une prof Aïe, aïe, aïe. ne répond pas ça. Et puis ensuite, je dis, ah ouais, c'est intéressant ce que tu me dis. J'aime bien ta façon de voir les choses. Et une demi-phrase après, elle trouve le moyen de me dire, je sais pas comment elle a fait pour faire la transition, il n'y avait pas vraiment de lien, mais elle trouve le moyen de me dire, moi, de toute façon, Marine Le Pen, mais je la tuerais de mes mains, quoi. Je la tuerais de mes mains, quoi. Je peux pas supporter. Alors là, je me suis dit, OK, on a atteint, c'est plus le point Godwin, là, c'est le point, il faut me nommer un psychiatre célèbre, voilà, il faut un psychotrope célèbre, voilà, un médicament pour traiter la dissonance cognitive. Mais j'ai découvert plus tard que c'était assez répandu, qu'il y avait pas mal de gens qui avaient cette opinion, mais qui ne pouvaient pas la prendre en Un charge. Valium. Ouais, ça peut être ça, par exemple. Et j'ai découvert qu'il y a pas mal de profs qui étaient dans cet état cognitif, qui pouvaient dire des trucs que la plupart des gens jugeraient atrocement racistes, tout en étant en même temps dans voilà, la litanie antiraciste la plus bête, et ils peuvent faire coexister les deux discours sans se poser de questions, sans s'interroger sur les limites de ce qu'ils viennent de dire. Donc, le cerveau humain, apparemment, a des compartiments, et ces compartiments sont rudement étanches. Donc, voilà. Arnaud, de ton côté, les anecdotes qui impliquent le racisme anti-blanc, ou la haine des blancs, est-ce que tu en as des belles, des moelleuses? Alors, j'en ai eu. Alors, ce qui est amusant, c'est que là où je travaille depuis bien trop un certain nombre d'années, c'est que là, on est dans la légitime préférence hypocrite. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est la partie privilégiée de l'éducation nationale, donc il n'y a que des blancs, même s'il y a quelques collègues subsahariens. Mais il y a des réflexions, mais c'est des réflexions politiques. Par contre, j'ai vu dans la partie, l'autre service de l'administration pour lequel je travaillais, où là, c'était en banlieue, et effectivement, là, j'ai entendu des discours anti-blancs, mais parfaitement assumés. De toute façon, c'est une académie où Sud est très représenté, et c'est là où Sud avait fait, ça avait choqué, mais il y avait pas eu, ce qui était révélateur, c'est qu'il n'y avait pas eu de réaction de l'administration, à commencer par le rectorat, où Sud avait décidé de faire un atelier en non-mixité raciale. Et en non-mixité de genre. Donc, c'était interdit pour le coup. C'était des ateliers à destination des enseignants, dans le cadre de. Parce que quand vous êtes enseignant ou personnel de l'éducation nationale, vous avez le droit d'assister, surtout si vous êtes adhérent, vous avez le droit vous avez des autorisations d'absence pour des temps syndicaux. Alors, c'est un nombre d'heures réduites, mais c'est permis. Et ces ateliers, donc, permis et autorisés par le rectorat en question, c'était quand même interdit au mâle blanc. Donc, c'était du racisme blanc pleinement assumé. Alors, ça a fait un peu polémique, mais aucune réaction de la part du rectorat et encore moins de réaction du ministère. Ouais, c'est très Mais installé, ça, en fait. Pardon, vas-y, Chloé. Désolé. ouais, bah, juste pour faire le lien avec ce que je racontais sur mon collègue qui s'est fait attaquer en tant que blanc, à mon avis, on parle beaucoup des femmes et c'est très bien, mais il y a un vrai sujet sur les hommes. Effectivement, Ah les oui, hommes blancs qui sont les premières victimes de cette nouvelle doxa, et il serait peut-être temps de commencer à en parler. mais pour revenir sur le racisme anti-blanc, dans le premier service, en tout cas le précédent service dans lequel j'étais affecté, je voyais des pointes de jalousie, et les pointes de jalousie, c'était effectivement de toute la part des collègues françaises, puisqu'elles sont françaises de papier, ou comme par hasard des convertis à l'islam, parce que la plus radicale était une convertie à l'islam, qui par exemple, quand je venais juste d'être affecté dans ce service, c'est au moment où Samuel Paty a été lâchement assassiné, et on le rappelle décapité, hein, parce qu'on a l'impression que c'est juste, il s'est pris un coup de poignard. Non, on rappelle qu'il a été décapité. Ça peut Mmh. paraître horrible, mais il faut bien le rappeler qu'il a été décapité. Et ben cette collègue, quelques jours après, euh, on était quelques jours après, et en fait reprenait le discours des islamistes en expliquant oui, il n'avait pas montré les caricatures du prophète. Et je rappelle que cette collègue est fonctionnaire, et donc, elle est censée respecter les valeurs de la République et la laïcité. Mais en quel cas, ce n'est pas le cas. Et effectivement, j'ai vu des remarques venir régulièrement de la part de collègues extra-européennes sur la jalousie féminine. Mais ce n'était pas une jalousie féminine, on va dire, Arnaud, typique. C'était la jalousie féminine à l'égard de la femme blanche.
Je vais rebondir sur, Mais vraiment. je vais rebondir sur ton anecdote, puisque là, tu as introduit la thématique de l'islam. Donc, très rapidement, avant de redonner la parole à Chloé pour une intervention, on va aller de thématique en thématique sur les anecdotes. Mais moi, quand j'étais toujours en milieu scolaire, 3 jours après les attentats du Bataclan, en vie scolaire, nous avions une CPE fraîchement convertie, enfin convertie à l'islam, donc une fille qui venait de la campagne française, une française de souche typique qui venait d'un village paumé que je connais bien au-dessus de Renaison, pour ceux qui connaissent le 42, et qui se trouvait être CPE dans un lycée-collège. Et 3 jours après les attentats du Bataclan, cette Française de souche convertie à l'islam qui disait n'aimer que les Maghrébins, parce qu'en réalité, elle n'était aimée que des Maghrébins, vu qu'elle avait un physique un peu difficile, mais passons sur cela. Ça veut dire qu'elle avait certaines rondeurs un Non, peu oui. visibles. Oh, je sais pas. Les pâtisseries du Maghreb, je ne sais pas. Écoute, il se trouve qu'en plein milieu de la vie scolaire, cette CPE se met à déclarer d'un coup à voix haute, on parle bien des attentats du Bataclan, n'empêche, il faut quand même un sacré courage pour faire ce qu'ils ont fait. Et elle ne parlait pas des mecs du GIGN qui sont intervenus. Elle parlait bel et bien Non, des on a bien terroristes. compris, on parle de ceux, on parle des Brillant. auteurs des Voilà. attentats. Non, et là, il y a eu un blanc. Personne n'a rien répondu. Moi, je venais d'être embauché peu de temps avant. Je me suis dit, tiens, et si je faisais une esclandre? Et là, je me suis dit, bah oui, mais une esclandre, pourquoi faire? Ils sont entre eux, ils vont pas réagir, je connais bien le milieu, donc il va rien se passer. Quelques mois après, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que j'ai rêvé cette scène ou est-ce que c'est bien arrivé? Donc j'ai fini par en parler à une amie, une collègue, qui était présente elle aussi. Je lui ai dit, mais attends, est-ce que tu te souviens que la CPE a dit ça mot pour mot? Et là, d'un coup, elle se tourne vers moi, elle me fait, oui, oui, je m'en souviens. Et on avait tous les deux besoin d'en parler. Donc on en a discuté et du coup, ça nous a rapprochés, amicalement bien sûr. Mais ce genre de truc, quand vous l'entendez, vous prenez une dague en plein visage. Quand On n'y quelqu'un... croit pas, en fait. Oui, voilà, on n'y croit pas. Il y a une dimension d'irréalité quand on entend un truc pareil. Évidemment, il faut être... C'est le Ouais, enfin bref, vous avez compris. Je me passerai de donner mon sentiment là-dessus, mais les faits, rien que les faits, donc je vous laisse réagir. Si vous avez une anecdote pour ajouter à ce dossier, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que voilà, on entend parfois des choses qui, là, on est au-delà du wokisme. On est à la fois dedans, on est dans le wokisme, c'est-à-dire la religion des opprimés, le fait de donner aux opprimés un pouvoir moral sur l'homme blanc occidental. D'ailleurs, il n'y a pas que Foucault qui a conceptualisé ça, hein. Il y a aussi Deleuze, j'en parlerai après. Mais en tout cas, on est à la fois dans le wokisme, mais on est aussi... Deleuze, Derrida. Oui. Bon, bref. Sartre à son échelle également. Sartre, c'est le premier, en fait. Je pense que Sartre est le premier, à mon sens, premier avec Simone de Beauvoir. Le premier woke, alors certains font remonter ça à l'Antiquité, à un célèbre prêcheur d'Antiquité. Mais bref, revenons à notre thématique. Est-ce que sur la thématique de l'islam, vous avez quelque chose de particulier, Chloé? C'est la même chose. Là, tu parlais de la convertie, moi je parlais de la convertie. Alors, Et j'ai même dans je vais donner la parole à Chloé, Arnaud, et je te la redonne juste après pour une nouvelle thématique ou si tu souhaites à nouveau rebondir. Alors assez peu, je suis dans un secteur où il y a un certain nombre d'immigrés parce que dans les technologies, on a très peu d'écoles en France et ces écoles sont généralement privées, donc elles sont chères, donc on manque de main-d'œuvre et donc on importe. Et il y a des bonnes écoles au Maghreb, donc c'est un secteur où il y a pas mal de Maghrébins, même si en général je les vois en minorité, juste pour situer le contexte. Je n'ai pas eu trop de problèmes avec ça, mais tout à l'heure je vous avais dit que je m'étais pris un blâme écrit pour avoir osé défendre l'idée qu'être un homme et une femme c'était biologique. Et ben dans cette même entreprise, 2 mois plus tard, on était arrivé au mois de mars et c'était le Ramadan. Et on a commencé à avoir des collègues qui utilisaient les canaux Teams de l'entreprise pour se souhaiter Ramadan Moubarak avec force gif animée de la Mecque qui clignote dans le plus pur style des années 2000. Et donc du coup, ça m'a un peu chauffée parce que je m'étais fait moi-même réprimander, donc j'étais un petit peu salée. Et donc, j'ai tout de suite saisi ma hiérarchie en disant, excusez-moi, il y a 2 mois, je me suis pris une claque à cause de mes convictions personnelles. Je voudrais savoir si faire la promotion du Ramadan, ça relève aussi des convictions personnelles. Et là, ma hiérarchie a fait un blue screen of death, je ne sais pas comment le dire autrement, parce qu'ils étaient coincés.
On m'a envoyé un associé pour négocier parce qu'il ne pouvait pas nier la pertinence de ma question, mais en même temps, il savait très bien que la réponse n'était pas woke. Et donc, ils étaient très gênés. Donc, on m'a envoyé un associé pour négocier. Ça a duré des semaines et des semaines. Et finalement, il a fini par me dire t'as raison, on va amender le règlement intérieur. On est quand même en entreprise. C'est pas l'endroit pour faire la promotion des religions. Mais on va amender ce règlement intérieur seulement bien après la fin du ramadan pour être absolument certain que nos amis musulmans ne se sentent pas stigmatisés. Et donc, attends, c'est pas fini. Et donc, il m'a donné la date. Il m'a dit, on va publier la mise à jour du règlement intérieur telle semaine. Et je lui ai répondu, perdu. C'est la semaine du lundi de la Pentecôte. Donc, en fait, on fait des pieds et des mains, mais je te jure, on fait des pieds et des mains pour être sûr que même si nous prenons des actions, il faut absolument pas que ces pauvres petits musulmans se sentent stigmatisés par truchement. En revanche, les chrétiens, on peut y aller, c'est open bar, il n'y a pas de problème. Et donc là, Ah la ouais, non, 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 tu lui as mais rajouté une difficulté, mais c'était très bien vu. Vas-y, je te laisse continuer. Non, mais c'est juste pour dire, on en parlait tout à l'heure, est-ce que les woke sont woke? Je pense qu'ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont aucune conviction solide. Et quand je lui ai fait cette remarque en lui disant, donc du coup, les chrétiens, c'est open bar parce qu'on s'en fiche du lundi de la Pentecôte, il m'a dit, Chloé, ne sois pas si excessive. Tu sais bien que c'est pas pareil. Mais comment ça, c'est pas pareil? Explique-moi. Non, je ne sais pas, explique-moi. Et donc là, il m'a parlé chinois, et c'est là que l'horrible vérité m'est apparue, c'est qu'en fait, quand les entreprises sont obligées de se pencher sur ce genre de sujet inclusif, elles ne le font pas par conviction. Elles le font par business, elles le font parce qu'elles pensent qu'elles auront des embauches en présentant une image inclusive, elles le font éventuellement parce qu'il y a des problématiques ESG, on en parlera peut-être en conclusion, et que ça va leur rapporter. Mais je suis persuadée que les grands dirigeants d'entreprises qui descendent dans ce genre de sujet n'ont aucune conviction. Contrairement peut-être à Arnaud, où là, dans les ministères, il y a peut-être des gens un petit peu plus convaincus par l'importance du combat sociétal. Je ne sais pas. Ils ont une Oui, et conviction, c'est qu'ils risquent, leur conviction, c'est qu'ils risquent quelque chose si jamais ils ne suivent pas leur intuition quant à la délicatesse de la susceptibilité des clients musulmans, enfin des acteurs musulmans dans l'entreprise. Ça, par contre, ils en sont convaincus. Arnaud. Je pense qu'effectivement, chez moi, il y a une part de gens convaincus, mais il y a aussi une grosse part d'hypocrites. C'est l'hypocrisie totale des profs qui est à l'image de mon ministère, mais des autres ministères. Hein. C'est pas que l'éducation nationale. Vous allez y compris. Et si je te lance sur une anecdote, Arnaud, pour Ouais. illustrer, Une anecdote. Alors là, c'est une anecdote malaisante, si je peux me permettre, parce qu'on va revenir au sujet du corps et des woke. On va débattre. Ouais, On est pour conclure prêt. d'ailleurs, parce que ça va être la dernière anecdote. On en fera une chacun, mais ça va être la dernière anecdote. On approche de la fin. Vas-y. Donc, on a là, tout le monde entend parler, en tout cas tous les parents d'élèves ou même les gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle les VARS, c'est-à-dire l'éducation vous savez, c'est tout ce qui est l'éducation à la sexualité au sein de l'école. Donc, il y a tout un pataquès là-dessus, où comme par hasard, on trouve normal de parler de masturbation à des enfants. Donc, ça pose un problème sur la question de la sexualité, de sexualiser des enfants sous prétexte de lutter contre les violences sexuelles. Voilà, on monte. Mais c'est pas ça qui, moi, le plus choquant, c'est que mon ministère a établi une circulaire qui fait que quand vous êtes, par exemple, un enseignant ou un directeur, un principal de collège ou un proviseur de lycée, vous êtes confronté à un élève ou une élève qui soit veut devenir une femme, soit veut devenir un homme, ce qui ne le sera jamais parce que la biologie fera que, certes, ces élèves vont peut-être mutiler leur corps, mais ils resteront soit un homme, soit une femme et pas autre chose. Eh bien, vous devez accompagner cette transition, y compris si cela doit passer par ne pas en parler aux parents. Oui, d'accord. Donc ça, c'est des consignes que tu reçois clairement. C'est ça l'anecdote, je veux dire. On te Oui, donne. l'anecdote, c'est ça, c'est-à-dire qu'à quel point l'administration française est réellement gangrénée. Je pense que contrairement au monde de l'entreprise, où certes, il y a des gens qui essayent de faire passer un agenda, je pense que l'agenda, il est déjà présent au sein des administrations parce que cette gauche sociétale progressiste a occupé le terrain de l'administration depuis Mitterrand, c'est-à-dire que Mitterrand a fait augmenter le nombre de fonctionnaires et notamment pour permettre à ses militants de prendre le pouvoir. Et ils peuvent se permettre parce que la fausse droite n'a jamais rien fait pour lutter contre eux. C'est tout. Et ça, Ok. c'est un véritable problème parce que passer outre les parents dans l'éducation nationale,
ça ne devrait même pas faire l'objet d'un débat, en fait, c'est non. Mais non, mais c'est que Chloé, c'est même plus grave que ça. C'est que normalement, le code de l'éducation considère que les premiers éducateurs, les premiers responsables de l'éducation, ce sont les parents. En fait, les parents confient leurs enfants à l'école pour de l'instruction. Mais en fait, on revient avec ce qu'avait expliqué un ancien ministre de l'Éducation, le premier ministre de l'Éducation de François Hollande, Vincent Peillon, qui, rappelez-vous, avait dit que les enfants n'appartiennent pas aux parents, ils appartiennent à l'État. Eh bien, oui, ça c'est vraiment le truc, c'est vraiment le truc typiquement français, faire des enfants la propriété de l'État. Vraiment, ça correspond aussi à ce qu'avait dit Zemmour, qui avait gagné un débat. Je crois que c'était contre ah là là, le nom m'échappe, mais c'était un responsable du Parti socialiste. Et en coulisses, le mec lui a dit de toute façon, on s'en fout. Il était conscient qu'il avait perdu le débat. Il lui dit de toute façon, on s'en fout, on tient l'école. Donc ça veut vraiment dire, c'est le prolongement de cette idée, les enfants nous appartiennent, du moins leur cerveau, ce qu'ils vont penser nous appartient. Et ça, c'est évidemment quelque chose contre lequel il faut se constituer en association. Il y a les parents vigilants, je crois bien, qui a été monté par Reconquête, et qui est vraiment le truc auquel il faut s'affilier pour résister en groupe, et qui font reculer d'ailleurs. Ils font reculer parce que quand les queers s'invitent dans les maternelles, effectivement, ils ont quand même peur du soulèvement et du type de colère que ça peut faire monter. Donc il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les administrations, la mienne n'est pas plus marquée par cela, je dis bien toutes les administrations ne supportent pas. En fait, elles veulent imposer des choses. Elles veulent imposer des choses de manière hypocrite, c'est-à-dire qu'elles détestent le conflit pour imposer un discours ou une narration. Et donc, quand ils voient qu'il y a des courriers, toute une campagne menée intelligemment par exemple, par Vigilant, elles fait reculer parce que c'est embêtant en termes d'image. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris depuis la victoire de l'école libre contre l'école unique en 1984 qu'ils ne peuvent plus se permettre de mettre tout le monde à dos. La manif pour tous, c'était différent. Mais l'école, ça reste un sujet sensible. Mais en même temps, ils sont à fond dedans. Ils sont littéralement à fond dedans. La preuve qu'ils essayent par des moyens détournés, c'est par exemple, vous avez une école hors contrat, vous avez des inspections qui sont sidérantes, et même on l'a vu là dernièrement avec des inspections qui ont été faites dans le privé sous contrat, principalement catholique. Vous avez des rapports d'inspection qui s'insurgent contre le fait que vous vous rendez compte, dans une école catholique, on demande aux élèves de prier. Oh là là, c'est terrible. Oui, mais comme une partie de ces élèves ne sont pas... voilà, et puis il faut savoir que les profs du privé sous contrat sont des profs, en fait, à part les contractuels, sont des profs qui passent les mêmes concours que ceux du public. C'est un CAPES, c'est le même CAPES, sauf que c'est à désignation. Mais par exemple, vous créez un établissement hors contrat, vous avez des inspections, et y compris, et avant tout, avant même les questions de sécurité et d'hygiène, vous avez les questions, est-ce que vous, voilà, blabla sur la sexualité, ce genre de choses. Voilà. Et puis, de toute façon, la preuve qu'ils considèrent qu'ils doivent utiliser les cerveaux, c'est le fait que maintenant, ce qu'on appelle l'école à la maison, et en fait, le terme officiel, c'est l'instruction en famille, est littéralement impossible. Au nom de la lutte contre le séparatisme. Ouais. C'est vrai qu'ils ont mis en place une digue pour se protéger, mais ils sont loin d'avoir fini de nous trouver sur leur chemin. Chers amis, je vous invite en fait à tout simplement prononcer le mot de la fin, puisque nous sommes arrivés à l'extrême limite de notre émission. Pour ma part, moi, ce que j'aurais à dire sur les woke, je vous avais dit tout à l'heure que j'avais quelque chose de positif à dire à leur sujet. C'est tout simplement qu'en fait, ils ont obtenu une forme de pouvoir à tous les étages de la société, tout simplement parce qu'ils ont un sceptre que, au lieu de fustiger, nous ferions mieux de voler. Ce sceptre, c'est celui de l'intolérance. Nicolas, comment s'appelle-t-il? Nassim Nicolas Taleb, voilà, cherchez son nom, je crois qu'il est libanais, a fait un article. Il est connu comme, je crois qu'il est, il n'est pas sociologue, mais enfin il se revendique un petit peu de titre de sociologie. Il a fait un article qui s'appelle « Les plus intolérants l'emportent ». Un article très intéressant, j'allais dire magistral, mais peut-être pas exagéré, dans lequel il montre que les gens ne gagnent que s'ils font montre d'intolérance, et que le groupe des tolérants, le groupe des flexibles, comme il l'appelle, perd systématiquement. Or, les woke,
Alors, j'en parle dans Légitime Préférence. C'est de la pub honteuse. Je n'ai pas le droit de le faire, mais je le fais un petit peu. J'en parle dans Légitime Préférence. Les woke ne sont que secondairement fous. D'abord et avant tout, ce sont des gens qui gagnent. Ils l'emportent par leur intolérance parce que c'est un putain de pouvoir. C'est un putain de pouvoir. L'intolérance est un sceptre que, au lieu de fustiger, nous devrions voler aux woke. Alors, tout à l'heure, je vous disais, les woke parlent du corps, ils sont obsédés par le corps. Effectivement, le corps, ça les obsède. Parce qu'ils ont peut-être des problèmes mentaux, enfin, pas peut-être, très certainement. Mais aussi parce que le corps est un thème qui obsède les hommes depuis toujours, que ce soit à travers l'embellissement, que ce soit à travers l'empouvoirment, comme on dit aujourd'hui. Le corps, évidemment, devrait être, nous aussi, notre préoccupation. Et plutôt que de fustiger simplement les woke, c'est ce que dit aussi Romain d'Apremont, nous devrions nous emparer de ce thème pour proposer quelque chose de réellement, je ne sais pas s'il faut dire performatif, c'est un terme de gauche désormais, mais pour quelque chose qui soit réellement, j'allais dire, désirable. Plutôt que de se maquiller en je ne sais pas quoi, en clown avec des ailes de chauve-souris ou de se mettre un collier de chien pour déambuler dans les rues de New York, on pourrait augmenter notre corps et avoir notre wokisme à nous, notre éveil de droite, on pourrait peut-être parler d'épiphanie, je ne sais pas, afin d'augmenter le corps, on le voit déjà à travers la médecine, qui est, selon moi, quasiment un wokisme de droite, peut-être pas l'appeler comme ça, mais on n'en est pas loin. Et nous devrions nous emparer de ce thème, le voler à la gauche, mais au lieu de proposer des stupidités, proposer des choses transcendantes. Voilà, ce sera ma conclusion. Chloé en un mot, puis Arnaud en un mot, mais vraiment en un mot. Allez-y. Ce soir, j'ai parlé de l'entrisme du wokisme dans les entreprises. On pourrait se dire que c'est un problème marginal et que par rapport, je sais pas, à l'immigration de remplacement, par rapport à l'insécurité, on pourrait m'objecter que je me fais un monde de petits désagréments. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ignorent quand ils sont en entreprise, ils reçoivent les newsletters et les initiatives woke de leur boîte et ils cliquent sur archiver en rigolant. On pourrait m'objecter que c'est pas si grave, mais moi je trouve ça grave parce que c'est quelque part une inversion de la réalité dans un lieu qui n'a pas lieu d'être. L'entreprise, le travail, c'est quand même un sujet important dans lequel on est tous censés garder, je pense, en tout cas, je viens d'un monde ancien, excusez-moi, une certaine neutralité. Et moi, en fait, ça me fait peur. C'est une confession, mais de voir des entreprises bourrées, encore une fois, d'ingénieurs de bac +5, +6, +12, faire du négationnisme, que ce soit sur le corps, sur la religion, sur la race ou sur je ne sais pas quoi, je trouve que c'est inquiétant et qu'on devrait occuper le terrain. Et donc, quand vous voyez passer des webinaires sur la journée du droit des femmes, quand vous voyez passer des séminaires inclusifs, n'hésitez pas à y aller, à écouter ce qu'on dit. Et si vous pouvez vous permettre de jouer un petit peu, si votre job n'est pas trop risqué, protestez. Parce qu'en fait, il n'est pas normal que des entreprises du CAC 40 nous racontent que le réel n'existe pas et que ce qui se passe dans nos têtes est censé surpasser tout le reste. Moi, en tout cas, j'ai pas envie d'abandonner ma liberté d'expression. J'ai pas envie de me mettre à utiliser des pronoms parce que ça ferait plaisir à Gertrude qui sent Bernard. Et je n'ai pas envie qu'on m'y contraigne. Et je pense que les entreprises sont un terrain de lutte aussi. Et Arnaud l'a cité tout à l'heure, la gauche occupe le terrain depuis des années et des années. À un moment donné, nous aussi, on a une identité, on a une histoire, on a des principes. Et je pense qu'on peut s'imposer et ne pas laisser des idées complètement fantaisistes et arriérées se résoudre. Je pense que c'est important. Mais bon, raison, ce n'est que ma conviction. Je te remercie de l'avoir exposé si brillamment. Alors, Arnaud, en un demi-mot cette fois, un demi-mot. Tu as 8 secondes, pas plus. Désolée. 8 secondes pour vous dire qu'il faut être des wokistes de droite intolérants. Alors exactement. Ça, c'est magnifique. J'applaudis des deux nageoires. Wokiste de droite, intolérant. Le mot de la fin est parfait. Parce que tout simplement, la politique n'est qu'une question que de rapport de force et qu'il faut lire Alexis Carrel et Coran Lorenz à cette idée et pas du tout. Et il faut en finir avec la culture du débat et de toutes les idées se valent. Bravo. Voilà, je ne peux que plus soyez. Je valide cette conclusion d'Arnaud. Je savais que j'avais bien fait de t'inviter. Eh bien, je te réinviterai, Arnaud. Chers amis, je vous remercie d'avoir été brillants, prolixes, intolérants et perspicaces.
Vraiment, merci. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était une belle émission. Vous êtes de belles personnes, hein. J'ai le droit de dire ça, même si c'est un mot de gauche. Et je vous remercie aussi, chers éditeurs, d'avoir été présents pour ce Nicolas qui paye au pays des woke. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Cher Chloé, cher Arnaud, je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi, chers auditeurs. Merci. Une bonne Merci à soirée. toi. Merci à tous. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau grand regain blanc. Je vous communique le thème très bientôt, chers amis. Bonne soirée. Bye bye. Portez-vous Bonne bien. soirée, à bientôt, au revoir. Bonne soirée, rentrez bien, faites attention. Ciao, ciao.